Bonjour Aurore. Bonjour Chiara. Alors Aurore, aujourd'hui tu es la créatrice d'un café littéraire qui s'appelle le Champ des Possibles à Annecy. Tout à fait. Mais voilà, on peut dire que le chemin pour y arriver n'a pas été forcément rapide ni linéaire. Et du coup voilà, aujourd'hui tu vas un petit peu nous raconter tout ça. Oui. Ok. Eh bien alors, l'histoire débute il me semble en 2011 lorsque tu obtiens un master en ressources humaines. Tout à fait. Voilà. Dis-moi un petit peu à ce moment-là, dans ta situation, qu'est-ce que tu considères que c'était plutôt positif, c'était plutôt confortable, et qu'est-ce que au contraire, voilà, ça coinçait un peu, ça te posait question. Alors, effectivement, le master RH, ça a été très chouette pour moi. J'ai beaucoup appris, ça m'a permis d'aller beaucoup sur des problématiques, j'allais dire, intéressantes et stratégiques, à un niveau Mhm. auquel je n'étais pas du tout habituée, puisqu'auparavant, j'avais fait d'autres métiers. Et là, le master RH, ça m'a donné l'impression voilà, d'acquérir une manière de penser un peu différente et de toucher à des problématiques extrêmement importantes. Donc j'étais voilà, très contente d'avoir cette impression d'être Mhm. utile, on travaillait sur le capital humain, enfin voilà, j'avais l'impression de me rendre un peu utile. Et à côté, j'ai fait ça en alternance. Donc, c'était vraiment pour développer des compétences, j'allais dire, opérationnelles Mhm. immédiatement après le diplôme. Mhm. C'était vraiment l'idée. Et j'ai bossé 3 ans dans une entreprise, donc assez grosse entreprise, où on avait des problématiques, j'allais dire, qui touchaient à l'international, qui touchaient au recrutement, formation, enfin vraiment tous les domaines intéressants. Pas la paye, ça, c'était un autre domaine, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment ce côté touche à tout que j'aimais bien, mais pour les collaborateurs. On avait ce rôle d'utilité qui me semblait très important. Et du côté peut-être un peu moins sympa ou agréable pour toi, en tout cas. Alors, je pense que ce qui n'était pas agréable, c'était le format de travail. C'est-à-dire le 9h-18h, 4 ou 5 jours par semaine. Mhm. Ça, c'était très très difficile. Et puis aussi le fait, à l'époque, le télétravail, c'était pas du tout à la mode, on va dire. Donc on en avait un petit peu du télétravail gris, mais globalement, j'étais quand même, surtout en stagiaire ou en alternante, j'étais contrainte d'être sur place. Mhm. Et pour moi, ça, c'était très difficile. Et après, aussi le fait que en fait, le capital humain sur le papier, c'était en théorie, dans le master, c'était chouette, mais dans la pratique, en tant que métier, c'était pas ce que je faisais le plus. Et les postes qui s'ouvraient à moi, si j'envoyais mon CV, ils me faisaient pas rêver. D'accord. C'était vraiment pas ce à Mhm. quoi je m'attendais Mhm. en faisant les études. Mhm. D'accord. Voilà. Du coup, à ce moment-là, tu comprends que c'est peut-être pas en fait la voie que tu vas poursuivre. Néanmoins, voilà, c'est une voie dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que tu dirais qu'en quelque sorte, ton éducation, ta trajectoire de vie en général, quelque part, t'avait amené à ce moment-là à être donc à cette place-là, sur cette voie-là? Alors, c'est drôle parce que oui et non. En paradoxe complet et en même temps pas surprenant, j'étais à ma place. Ma mère, ça faisait des années qu'elle voulait que je fasse des études pour après avoir un CDI, un bac plus 5, Mhm. c'est important pour bien gagner sa vie, avoir un métier, et puis voilà, une carrière qui se profilait, qui était simple, je dirais, pour elle, en tout cas de son point de vue, et surtout logique, cohérente avec les études que j'avais pu faire, avec les expériences que je menais. À côté de ça, j'allais dire à l'inverse, j'avais mon père qui, lui, était très fier de ce que je faisais quand même, mais par contre, il détestait ses RH, lui, dans son entreprise. Donc en fait, c'était assez comique parce que quand le soir je parlais de mon boulot, bah, j'avais le point de vue du collaborateur, mon père, qui critiquait tout ce que je mettais en place en tant qu'RH. Et il y a des moments, c'était un peu amusant de voir ce côté. Bah, moi, j'avais une intention qui était bonne, et puis finalement, le résultat opérationnel n'était pas forcément à la hauteur des attentes des collaborateurs. Et donc, c'était intéressant. Mais du coup, bah, je sais pas, il y avait une espèce de difficulté d'accepter que bah, ce que je faisais correspondait pas à ce que mes parents attendaient de moi. Et en même temps, d'un côté, oui, pour la forme, mais pas Mais pour pas le sur le fond. fond.
Mais moi, ce que j'aimais, c'était plus le fond que la forme. Enfin, c'était très paradoxal. Oui. Et du coup, Tout est retrouvé un petit peu voilà, un peu dans une situation sous plusieurs feux, on va dire. c'est ça. À ce moment-là, tu avais déjà un rêve? Oui, vraiment au stade de rêve embryonnaire, hein. C'était, j'avais envie de faire, j'avais été barmaid auparavant et j'ai adoré. Pour moi, c'est toujours resté l'une de mes meilleures expériences, voire la meilleure expérience professionnelle de ma vie. Et du coup, j'étais vraiment restée dans cette idée de un jour, j'ouvrirai un lieu à moi. À la base, la première fois que j'en ai rêvé, c'était un restaurant. Un restaurant avec voilà, de l'art, des défilés, des sculptures, des expos photos, enfin voilà, quelque chose en lien avec l'art, mais c'était un restaurant à la base. Et en 2011, donc quand j'ai terminé le master, je me suis rendu compte qu'en fait, là, c'était plus quelque chose du coup en lien avec les livres. Parce que j'adore les livres, j'ai toujours adoré les livres. Mon père aussi, ma mère aussi. Oui, 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 parce que en fait, c'était peut-être pas que ton rêve. C'est ça. Je pense que j'avais vraiment cette... Mais inconsciemment, à l'époque, Ouais, c'était totalement inconscient. totalement conscient. Ouais. Et ça l'est resté longtemps d'ailleurs. Mhm. En gros, un jour, mon père a voulu, enfin plutôt tout au long de sa vie, mon père a voulu un jour ouvrir une librairie. Ma mère, je l'ai appris plus tard, a aussi eu ce rêve quand elle était au lycée avec une copine, des choses comme ça. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai voulu ouvrir une librairie salon de thé. euh, Parce que le salon de thé, bah, c'était moi, le côté barmaid, et la librairie, bah, c'était aussi moi quand même, mais c'était aussi familial. Et en fait, ce lien au livre, il était extrêmement fort. Et du coup, bah, je voyais enfin, oui, la librairie salon de thé, pour moi, c'était l'apothéose de tout ce que je pouvais avoir envie de faire. Et en plus, quand même très orienté, j'allais dire, toujours sur l'art, hein, c'était fondamental. Oui. Et du coup, de garder cet aspect humain oui. Que j'avais retrouvé que j'avais découvert dans les RH oui. Et que j'imaginais pouvoir mettre à profit dans le café. Aider, en gros, c'était l'idée d'aider les jeunes artistes à trouver des mécènes, trouver les mécènes qui avaient de l'argent pour les artistes. En plus, je viens de banlieue, de trouver les mécènes qui allaient, en gros, permettre à des nouveaux artistes de quartiers défavorisés d'émerger. Enfin, il y avait vraiment cette volonté de créer du lien social et de faire que les collaborations puissent se mettre en place autour de l'art. Oui, du coup, c'était un peu créer un pont finalement entre ton cursus un petit peu d'études et puis tes premières expériences professionnelles et puis ce côté plus passion et aussi voilà, dans une autre configuration de travail qui aurait pu être donc plus ouverte, moins enfermée, en tout cas avec une certaine liberté peut-être un peu plus. Est-ce qu'il y a eu un moment un peu déclencheur dans lequel en fait ce rêve qui commence à prendre forme en termes de une librairie café autour de l'art, les artistes, aider les artistes, est-ce qu'il y a un moment en fait, un événement un peu déclencheur dans lequel tu te dis, tu bascules en fait? Je pense que le chômage a eu un vrai bon effet sur moi. C'est-à-dire qu'après le master, donc j'ai eu du temps, puisque je ne postulais pas pour des postes, je ne trouvais pas de fiches de poste qui me donnaient envie, donc je ne postulais pas. Et du coup, j'avais beaucoup de temps et j'en ai profité pour aller marcher beaucoup dans Paris. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Et en banlieue parisienne, mais du coup, je passais beaucoup de temps sur Paris. Souvent à Paris. Et pour moi, c'était un peu une espèce de redécouverte de la ville où je jouais la touriste dans ma propre ville, entre guillemets. Mmh. Et c'était, ça m'a beaucoup inspirée parce que je faisais le tour à l'époque de tout ce qui était street art. L'art dans ma tête, c'était aussi bien art, j'allais dire réel, c'est-à-dire que j'adore les musées d'art, j'adore les classiques, etc. Mais il y avait aussi ce côté art numérique, art moderne, art contemporain, mais tellement contemporain qu'il devient carrément hors les murs. Et du coup, c'est ça aussi qui me plaisait dans ce que je découvrais au fil de mes marches dans Paris. C'était vraiment ce côté, les murs de la ville sont des musées presque. Donc il y avait quelque chose qui me sortait de ce à quoi j'avais été habituée. Ouais. Et en fait, à force de marcher, de rencontrer des gens aussi un peu par hasard, maintenant on dirait de la sérendipité, mais c'est ce qui vraiment a provoqué des espèces d'illumination où parfois je rentrais le soir en me disant « mais c'est ça que je veux ».
Et en même temps, enfin, le temps que j'arrive à mettre les mots dessus, il y a eu pas mal d'aléas, je dirais. J'avais besoin de temps. Et théoriquement, quand on sort d'un master, on ne nous laisse pas le temps. Il faut tout de suite trouver un emploi, il faut tout de suite rentrer dans la vie active. Avant de pouvoir relier un petit peu ces points voilà, qui correspondent à autant de moments un petit peu d'inspiration et de découverte. Est-ce que il y a eu, je crois, un moment, la cour du Louvre, il me semble, tu m'as raconté. Oui, en fait, au début, je me promenais dans les quartiers que je connaissais pas forcément très bien, où j'allais faire les boutiques, du shopping. C'était à la base, je réfléchissais pas, j'allais dire, de manière aussi construite. Et en fait, petit à petit, au bout d'un moment, on a fait le tour, hein, des quartiers de shopping et des endroits où marcher. Et je me suis dit, pourquoi j'irais pas redécouvrir ce qui fait la beauté de Paris, et donc ces musées, ces emplacements forts, je dirais, la cathédrale Notre-Dame, des choses comme ça. Et donc un jour, je suis allée au Louvre, et arrivée dans la cour du Louvre, il faisait beau, c'était la fin de l'été, donc il y avait vraiment, je sais pas, une atmosphère très particulière. Je voyais les touristes qui étaient là, tous en train de sourire, et puis à côté des Parisiens qui passent dans un rythme totalement différent. Oui. Et moi qui étais la Parisienne touriste qui me laissait porter. T'étais un peu entre les deux, toi, en fait. Voilà. Et je sais pas, ça, en moi, je me suis vue en train de me dire, mais c'est peut-être bien ça que je veux faire de ma vie, en fait. Être à la fois active et à la fois dans se laisser porter, quoi. Enfin, je voulais vraiment pouvoir lâcher prise, en fait. Oui. Mais sans pouvoir mettre les mots à l'époque dessus. C'était vraiment... Ouais. Donc il y avait vraiment cette idée de liberté qui commence à émerger et qui commence à devenir vraiment importante pour toi. Est-ce que du coup, tu as poursuivi ce projet de librairie café Alors oui, pour le premier projet, donc librairie Salon de thé, moi je considère aujourd'hui que je l'ai fait pendant 1 an. Okay. C'est-à-dire que j'ai vraiment été creusée, j'ai fait une étude de marché, j'en ai profité, hein, j'ai visité toutes les librairies que je trouvais, même ailleurs dans le monde. Ça, c'est le bon côté de l'entrepreneuriat. C'est ça, l'étude de marché permet beaucoup de choses. Et beaucoup de librairies, donc beaucoup de cafés aussi à observer, à goûter les boissons. Enfin voilà, je commençais déjà à structurer en me disant je veux des choses saines, mais encore une fois, c'était en tout cas à mon niveau pas encore la mode de tout ce qui est bio, de tout ce qui est vegan, etc. Donc je savais que je voulais des choses saines, des choses peut-être faites maison, mais sans non plus pousser les choses de manière très intense. Mais en tout cas, voilà, je savais que ça se situait à ce niveau-là. Et de l'autre côté, il y avait ce côté... j'allais dire vraiment retourner sur les valeurs que les gens aient envie de me suivre. Enfin, en tout cas, de venir chez moi, plutôt. Ce serait plus dans ce sens-là. Donc, du coup, je voulais créer le lieu parfait. Et donc, je l'ai préparé parfaitement sur le papier. Et c'était vraiment... j'ai été un petit peu accompagnée par la Chambre des métiers pour les 5 jours pour entreprendre. J'ai fait une formation de libraire qui durait 15 jours. Et oui, j'avais vraiment balisé, mais j'ai dire presque justement encore le côté théorique. J'ai besoin du diplôme pour me sentir légitime. J'avais besoin de... Mais c'était sur le papier, il était magnifique, hein, mes dessins. J'avais tout fait sur le papier. Et en fait, arrivé au moment de passer la phase réelle et concrète, c'est là où en fait j'ai eu 2 écueils, on va dire, ou 2 limites. La première, ça a été, je me trouvais jeune et je pense que mon immaturité a été vraiment réelle à ce moment-là. En quoi, à ton avis, l'immaturité a joué quels aspects de cette immaturité? Alors, je pense que déjà, quand je rencontrais les interlocuteurs, j'étais pas forcément crédible. Je devais être beaucoup dans je demandais la permission, l'autorisation, plutôt que de dire je suis entrepreneuse, j'ai fait tout ça. Donc je pense que déjà là, ça a joué. Et puis bon, voilà, j'avais cette inquiétude, je dirais, de la... donc j'avais 25 ans à l'époque, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, que j'avais... En plus, donc, ça rejoint le deuxième problème, c'est que j'étais au chômage, donc j'avais pas d'argent en soi.
Et ouais, c'est vraiment une question de légitimité, de crédibilité. Je me sentais pas forcément en mesure d'assumer qu'est-ce que je fais si j'ai un salarié, parce qu'à l'idée j'imaginais à l'époque un salarié, qu'est-ce que je fais si j'ai un salarié avec qui ça se passe mal, est-ce que je vais être capable de le licencier? Bah non. Ça aussi, c'est la jeunesse, ils s'imaginent déjà avoir des salariés. C'est ça, ah ouais, Ouais. on était une équipe de 5 Ouais, en oui. 3 mois. Et du coup, l'autre côté, c'était l'autre écueil, c'était la solvabilité, Ouais. où là, clairement, de toute façon, et c'est ce qui a mis fin au projet de manière très factuelle. Ouais. Premièrement, c'est la banque qui n'a pas voulu me suivre sur les aspects prêts. Et j'avais un projet qui était, j'allais dire, effectivement très ambitieux financièrement. Et je ne savais pas que j'aurais pu réduire les coûts. Ou en tout cas, je ne savais pas comment réduire les coûts. Aujourd'hui, je vois bien la différence. Et du coup, bah, j'avais cette impression, bon, bah, la banque a dit non, c'est non, et c'est définitif, et c'est terminé. Oui. Donc il avait ce côté qui est un peu typique de la jeunesse quelque part, sans vouloir trop caricaturer, mais le côté donc très idéaliste, Oh, bah, complètement. un peu hors sol quelque part, un peu réaliste. Totalement. Et en même temps, du coup, autant donc on est capable de monter très haut, autant on est aussi assez facilement à tomber complètement en bas et à se dire, et ben alors du coup c'est fini, jamais plus je pourrais faire ça, voilà. C'est vrai qu'à la fin, je me souviens, c'était vers le mois de juin de l'année suivante, du coup, je commençais déjà à pas aller bien psychologiquement parce que la charge, en fait, était forte. Mon entourage ne me soutenait pas du tout. Ouais, c'est un autre élément, je trouve, quand même assez important dans cette histoire. Je pense que ça a été clé et j'allais dire, d'une certaine manière, maintenant, je comprends qu'il ne me soutenait pas parce que c'était vraiment surréaliste ou irréaliste. Mais à l'époque, évidemment, je ne l'acceptais pas. Donc, en plus, j'entrais en conflit, parfois ouvert, en tout cas latent, permanent. Et petit à petit, à force de me prendre des portes fermées, des gens qui me disaient non, des gens qui me disaient que j'avais aucune chance d'y arriver, il y a une personne un jour quand même qui m'a proposé de racheter mon concept. Après, je lui ai fait la présentation PowerPoint, donc il trouvait ça bien. Il m'a dit, par contre, je te l'achète uniquement si tu n'es pas dedans. Uniquement si tu ne travailles pas dedans. Ah bon? Et en gros, je pense qu'il avait raison, mais ça a été d'une violence extraordinaire. Ah bah oui, oui. Parce que sur le moment, je me suis dit, mais non, déjà c'est mon bébé, c'est mon projet, donc je serai forcément dedans. Et en plus, j'avais quand même ce côté idéaliste, effectivement, je suis pas capitaliste, c'est pas l'argent que je veux, moi c'est le projet. Je vais dire presque même, d'ailleurs, s'il ne marche pas, ça correspondra encore mieux à qui je suis, quoi. Et ça a été vraiment violent d'avoir cette remarque en fait, il me l'a dit, il était très, très, très sympa, d'ailleurs, il venait de mon réseau RH, de professionnels RH, et il m'a dit, en gros, je ne te pense pas capable de gérer un tel lieu actuellement, donc autant l'idée, je la trouve très bonne, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, autant ton projet tel quel, avec toi dedans, il ne fonctionnera pas. Ouais. Et là, je pense que je suis tombée tout de suite. En tout cas, ça a déclenché le fait que je suis tombée en dépression et j'ai commencé à me dire, voilà, c'est terminé pour moi. C'était beau comme rêve, mais c'est un rêve. Et les rêves restent des rêves. C'est ça. Et donc, je l'ai mis de côté en me disant, c'est terminé. Donc, une période qui suit, qui est effectivement assez dure, assez difficile et assez longue aussi, je crois. Assez longue, ça a duré pas mal de temps et en plus, du coup, j'ai quand même besoin d'argent puisque il y a un moment la réalité rattrape les choses et donc j'ai accepté de prendre un poste en RH parce que j'avais besoin d'argent, de payer mon loyer, etc. Et que mon conjoint peut-être aussi en avait un peu assez de me porter à bout de bras. Voilà, il voulait que tu sois quelque part. Voilà. Et puis j'ai un diplôme, donc c'est pour travailler, donc ça fait 1 an que tu te promènes dans Paris. Voilà, c'est ça, exact. Que tu rêves. Donc j'ai pris un boulot, mais qui du coup m'a enfermée dans cette vie que je n'aimais pas, que je ne voulais pas. Et je sais pas, j'allais dire à quelle puissance ça a été, mais comme je travaillais, j'avais pas le temps de m'écouter, j'avais pas le temps de faire attention à mes besoins physiologiques, à tes symptômes, à tes... Voilà. Et du coup, en fin 2013, j'ai déclenché la sclérose en plaques, donc qui est une maladie auto-immune neurodégénérative et qui globalement est quand même très sensible aux symptômes de stress. C'est ça. Donc du coup, ça a mis un gros coup de massue
déjà de base, forcément dans ma vie, mais aussi une nécessité de repenser comment je fonctionnais et pourquoi, enfin, pas pourquoi j'étais malade, mais plutôt comment je pouvais faire pour faire que ma vie soit un peu plus cohérente avec mes besoins. Mais j'étais même pas encore capable d'identifier mes besoins et de mettre des mots dessus. Et c'est là qu'on voit effectivement, donc il y a d'un côté cette puissance, je ressens vraiment, et puis je te connais quand même un peu, cette puissance créatrice en fait, qui est là, qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer en fait, qui cherche effectivement de voix pour s'exprimer, qui ne trouve pas pour l'instant, qui ne trouve pas de soutien. Qui est peut-être un peu maladroite dans la manière de gérer les projets, mais voilà, qui est pleine d'envie et d'envie de réussir voilà, et de force aussi. Et on voit vraiment comment parfois, effectivement, toute cette énergie, bah, si elle n'arrive pas justement à s'exprimer, à se canaliser, voilà, ça peut malheureusement parfois voilà, prendre d'autres formes. Et bon, aujourd'hui, on sait il y a une fin qui est très heureuse. Donc, on peut en parler de manière un peu plus sereine qu'il y a quelques années, je pense. Du coup, peut-être, et après, on en termine avec la partie un peu plus, entre guillemets, un peu plus triste. En quoi, à ton avis, le fait que quelque part, à ce moment-là, tu es en train de réaliser les rêves quelque part de tes parents, qui eux-mêmes n'ont pas pu donc réaliser, elle peut avoir un poids ou une influence quelconque, même si à ce moment-là, tu n'en es absolument pas consciente. Mais voilà, on entend souvent en fait dans les trajectoires professionnelles des personnes, en correspondance de certains échecs, il y a aussi effectivement des places et des rôles familiales qui s'entrecroisent. Alors, je pense, de base, je veux dire, le poids déjà de la responsabilité de réaliser un rêve dans lequel les gens mettent leurs propres rêves, c'est effectivement totalement inconscient, mais ça pèse sur les épaules. Ça se ressent au quotidien quand on discute, parce qu'ils ont les étoiles dans les yeux, mais par contre, dans leur bouche sort attention à ci, attention à ça, enfin, toute leur peur. Toute leur peur. Et finalement, bah, on essaie de répondre à leurs peurs, on essaie de les rassurer, mais absolument pas de s'écouter soi, quelles sont nos peurs, quels sont nos besoins. Et je pense que ça a été un problème dans le sens où, du coup, chaque fois que j'allais plus vers ce que moi j'avais envie de faire, je me sentais déloyale. Et de l'autre côté, bah, si je répondais à leurs envies à eux, bah, c'était envers moi que j'étais pas loyale. Donc il y avait vraiment cette crise de loyauté à la fois parentale et aussi, j'allais dire, sociétale. C'était le moment où on commençait quand même à avoir de plus en plus de lieux qui s'ouvraient, qui étaient originaux. Moi, je ne connaissais pas encore les tiers-lieux à l'époque. Mais il y avait un début d'effervescence quand même. Il y avait cette dynamique de recréer le lien social dans des lieux particuliers, etc. Les librairies, c'était... personne ne lit, mais tout le monde aime les librairies. Enfin, c'était un peu aussi le discours. Et donc, du coup, bah, moi, je voulais créer une librairie où les gens viendraient aussi passer du temps, décharger des choses. Enfin, je pense que j'avais envie de m'aider moi-même à travers ce projet. Et en même temps, bah, je voyais bien avec mes parents, ça ne correspondait pas à ce qu'eux avaient imaginé dans leur vie. Et du coup, c'était vraiment incompatible. Et je pense que ça a créé aussi en moi des vraies tensions physiques. Parce que quand on tombe malade comme ça, c'est vraiment, je pense en tout cas, une problématique de soi avec soi-même, à quelle place on peut se donner. Et typiquement, bah, je suis quelqu'un effectivement qui a beaucoup d'énergie créative. On dit souvent la créativité, c'est comme un feu qui brûle en soi. Et bon, bah, ma maladie, c'est une inflammation. Donc je pense qu'il y a pas, il y a une cohérence en tout cas entre les deux qui fait que effectivement, j'ai eu du mal à entendre que ma voix était celle qu'il fallait que je suive. Et en même temps, je crois que voilà, c'est tout à fait compréhensible et normal. C'est quelque chose qu'on constate aussi dans plein d'autres situations. C'est qu'effectivement, quand on a autant de feu, humainement, c'est quand même difficile, surtout quand on est plutôt jeune, de savoir tout de suite doser, calibrer, faire les bons choix. Donc, on y arrive toujours un peu par palier, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de tenir en tête,
quand on est sur des projets de création, d'évolution, dans lesquels on met autant de soi, c'est de se dire, voilà, on ne peut y arriver que progressivement, en fait. Oui. Et on calibre, on dose. Parfois, effectivement, il peut y avoir même des symptômes physiques assez importants, mais au final, ça finit par se rééquilibrer. Donc, quand on a parlé voilà, de ce chemin que tu as fait, tu me disais que finalement, tu avais quand même trouvé des pépites dans cette première partie de parcours et que la première était celle donc, de plus être seule, donc à la fois de te faire accompagner au niveau professionnel. Donc il me semble que pour ton café littéraire, tu as eu recours à un organisme d'accompagnement, de financement, donc qui t'a pas mal aidé effectivement pour ton projet. Alors, aujourd'hui, effectivement, sur le nouveau projet, je pense, justement, j'ai attendu 10 ans, donc la maturité a fini par arriver, et j'ai pas fait l'erreur de vouloir le faire seule. J'ai tout de suite su que j'y arriverais pas toute seule et que je n'en avais même pas envie. Donc ça, c'était un peu la nouveauté. Avant, j'avais quand même cette volonté aussi d'être l'héroïne qui porte tout. Ça aussi, c'est un peu, ouais. Donc l'immaturité était peut-être là aussi, alors qu'au contraire, là, quand j'ai commencé... Oui. Presque contrairement à la dernière fois, je pense que oui. si quelqu'un m'avait proposé de l'acheter en me disant bah t'en sors, peut-être que je l'aurais fait. Oui. Je sais pas. Mais... Oui, non, mais l'idée c'est voilà. ça, c'est que maintenant tu te dis voilà, je ne veux plus faire cavalière seule. Exactement. Et c'est vrai que la première chose, tu parlais des pépites, la première chose, j'allais dire déjà, c'est que les RH me servent énormément oui. en fait au quotidien. Déjà, ça m'a ouvert plein de portes parce que j'ai pu travailler dans des structures différentes. Donc j'ai eu une carrière, on va dire, RH assez diversifiée. Donc ça me sert maintenant quand les gens me parlent de leur reconversion pro ou des choses comme ça, de leur donner mon expérience, de leur dire bah, moi j'ai changé, j'ai été RH et puis j'ai décidé de faire autre chose. Bah, ça permet de comprendre de quoi me parlent les gens. Et à l'inverse, je dirais ça m'a apporté au niveau compétences, c'est-à-dire que l'empathie, j'ai été formée à beaucoup de tests de personnalité pour recruter, des choses comme ça, des techniques d'entretien. Et donc, du coup, tout ça, ça me sert au quotidien en permanence. En fait. Dans tes relations avec tes clients, avec tes partenaires, tes fournisseurs. Voilà, donc ça a été vraiment énorme. Énorme. Et après, dans le côté, effectivement, de ne pas entreprendre seule, c'est vrai que je suis seule en tant que gérante. Par contre, je me suis à aucun moment sentie seule dans les 6 derniers mois sur tout ce qui était création du projet. Donc j'étais accompagnée par la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie. J'ai aussi fait beaucoup d'événements dans les espaces de coworking, là où on s'est rencontrés. J'ai fait des masterclass comme celle avec toi, j'en ai fait d'autres. J'ai fait plein de petits outils comme ça qui m'ont aidée. Du coup, je rencontrais des gens, je partageais mes situations, mes émotions, et je rencontrais des gens qui après allaient devenir mes partenaires aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec moi, et vraiment on co-crée les choses. Et ça a été la plus grosse pépite de la première expérience. C'est de ne pas refaire. Ce qui montre encore une fois, voilà, aussi l'utilité, l'intérêt d'y aller aussi par étapes, et de savoir qu'à chaque étape, même si on échoue, finalement, on collecte des pépites et des enseignements, et qui font qu'effectivement, on arrive donc à un nouveau projet qui va, lui, tenir beaucoup plus la route que le premier ou que les premiers. Donc aujourd'hui, voilà, ton café, déjà c'est un café et de base, littéraire, mais pas une librairie café, parce que tu m'expliquais en fait que c'est beaucoup plus rentable évidemment la consommation de boissons et plutôt que la vente malheureusement de livres, en tout cas quand on n'est pas une grosse enseigne. Aujourd'hui, donc tu es aussi le dépôt d'une librairie qui est spécialisée en développement personnel et professionnel sur Annecy, qui est Joie de livres. Oui, c'est tout ça. À fait. Tu n'es donc pas seule. Et en plus, voilà, pour aménager aussi, on va dire, ton emploi du temps, mais surtout tes efforts, c'est beaucoup mieux d'avoir un débit de boisson assez restreint plutôt que de devoir porter des cartons donc de livres. En fait, pendant que j'ai développé donc, ce nouveau projet qui n'est que la continuité de l'ancien, on va dire, donc j'ai basculé en invalidité catégorie 1, ce qui signifie que je ne peux plus faire ce que je faisais avant.
Et ça a eu un impact très fort. Bon, au début, évidemment, ça a été la catastrophe et je me suis effondrée. J'ai Bien sûr. remis le projet de côté pendant Oui, au j'imagine moins bien, 6 ouais. mois, en train de me dire, bon, bah, je vais quand même travailler dans les livres, je vais faire d'autres choses, mais pas librairie salon thé, puisque ça, j'y arriverai pas. Et en fait, pendant ces 6 mois, j'ai continué à rencontrer plein de gens, j'ai continué à faire des expériences de développement personnel, des rencontres, des choses comme ça, je veux dire, aussi des voyages intérieurs en moi-même, en train de me dire, ok, finalement et fondamentalement, qu'est-ce que j'aime dans les livres? En fait, c'est pas de les vendre. Parce que vendre des livres, c'est comme vendre des pommes, en fait. Et c'est horrible à dire, mais quand on a accepté ça, bah, en fait, on lâche cette envie d'avoir une librairie. Non, moi, je veux vivre dans les livres, travailler entouré de livres. Bon, bah, du coup, j'adorais être barmaid. Bah, je peux faire des cafés, ça va pas trop me fatiguer. Ou en tout cas, je peux aussi m'asseoir entre deux cafés. Parce que du coup, j'ai aussi cette obligation de prendre en compte mes possibilités. Et de l'autre côté, bah, en fait, je peux avoir des livres et je peux faire des choses avec des livres. Donc, typiquement, bah, des ateliers d'écriture, typiquement lire, ne serait-ce que ça, ou écrire. Et donc, je réalise mon rêve, là, c'est vraiment le mien, c'est de servir les gens. Donc, ça reste dans ce que j'aime, le côté service aux gens, tout en ayant les livres, mais sans que ce soit le problème, j'allais dire, de porter les livres, de rester debout toute la journée. Et donc, en gros, j'ai éliminé, et en plus la solvabilité du modèle des librairies, quoi. J'ai éliminé les problèmes en... Voilà, et ça vraiment, c'est l'enseignement de cette première phase. C'est ça. Et ça, c'est très, très précieux, effectivement. Et du coup, en ayant aussi aujourd'hui du sens, puisque les livres qu'on trouve chez toi, c'est pas forcément n'importe lesquels. Ils sont bien choisis. En tout cas, Bien j'essaie sûr. j'essaie de bien les choisir. Alors, beaucoup sont sur le développement personnel et je dirais presque surtout professionnel, parce que là encore, la casquette RH, elle est toujours en moi, forcément. Et je préfère accompagner les gens dans leur réflexion professionnelle via les livres, via les ateliers que j'organise qui ont lieu dans le café, via les rencontres, dans les discussions qu'on a dans le café. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le domaine professionnel. Et c'est pour ça que il y a vraiment déjà ce partenariat avec Joie de Livre, mais aussi des partenariats avec différents partenaires comme toi sur l'évolution professionnelle, comment penser le travail autrement. Et donc ça va, je vais dire, de plus en plus loin. Beaucoup aussi, même maintenant, sur la philosophie. Moi, c'est un des points que je veux développer le plus, c'est que les gens puissent se poser des questions autrement sur le travail. Et que, quand moi j'ai rencontré cette situation de j'ai un diplôme, donc il faut que je fasse carrière dedans, CDI classique, bah maintenant, je veux dire, on est de plus en plus sensibilisés oui, au fait qu'on puisse faire autrement. Je veux montrer aux gens comment c'est de faire autrement. Donc le café, il est vraiment dans cette dynamique, je dirais. Et ce que je trouve chouette, effectivement, c'est que finalement, voilà, on a vu quelque part, avant c'était assez extrême d'un côté, puis de l'autre, ça, mais pas ça. Et là, en fait, c'est comme si c'était en train un peu de converger, en fait. Et donc, d'avoir du sens aussi par rapport à ta trajectoire à toi, sans avoir cette sensation qui, pour moi, est toujours un peu... voilà, peu constructive en tout cas, qui est celle de la notion de rupture. Finalement, tu es en train de créer une sorte de continuité, alors qu'avant, tu avais plutôt imaginé être dans la rupture. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est plus rassurant et qui est plus facile aussi à vivre au quotidien que voilà, des trajectoires de rupture. Donc aujourd'hui, le café est ouvert. Quelles sont les plus grandes différences ou la plus grande différence que tu constates par rapport à ton plan de départ, qui était, je le rappelle, celui d'être quand même un peu plus libre, de gérer ton temps, de mouvement, etc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, donc le café est ouvert 4 jours par semaine pour me reposer à la base. En tout cas, c'était le projet initial d'avoir une journée dans la semaine où je pouvais prendre du temps pour moi, mais pas le lundi, parce que vu que tout le monde est fermé le lundi, je récupère les gens qui cherchent des lieux. Mais finalement, je ferme et le mardi et le week-end, ce qui n'était peut-être pas prévu à la base. Mais c'était cette volonté de préserver ma santé en premier. Sauf que la santé, je veux dire, elle fait pas tout. Il faut quand même aussi être satisfait et heureux de ce qu'on fait. Et je pensais pouvoir
que ça me suffirait en fait. Et Mm. là en ce moment, ce dont je me rends compte, c'est que bon, déjà je fais pas que le café. Et effectivement, quand tu dis avant j'étais dans la stratégie de rupture, c'était soit l'un soit l'autre. Oui. Bon bah j'ai pas pu faire la librairie Salenté, j'ai fait RH. Bon, bah, ça n'a pas tenu longtemps. Et quand j'ai arrêté de fonctionner comme ça, encore pas toujours pareil, hein, je me suis rendu compte que récemment, mais à l'époque je l'ai fait comme ça, j'ai commencé à me dire peut-être que je peux faire plusieurs choses en même temps. Et ça a mis énormément d'années avant de se faire, mais là aujourd'hui, donc je suis effectivement gérante du café littéraire, mais j'ai aussi d'autres activités à côté. Bibliothérapeute, donc thérapie par les livres, j'écris, je sais pas si... Oui, Je bah justement. Je vais peut-être... Alors, tu as promotion. écrit effectivement ton dernier livre. C'est un livre qui est plutôt un livre RH. Alors, c'est même, je dirais, encore un cran au-dessus, Ouais. c'est-à-dire que donc, c'est une anthologie qui a été coécrite à peu près 17 ou 18 personnes. Ok. Dedans, c'est vraiment le but d'avoir un lien entre la science et la fiction. C'est-à-dire qu'on a 9 auteurs-autrices de science-fiction qui ont écrit sur le travail, donc ça reste RH à ce niveau-là, on est vraiment travaillé encore donc, sur le monde du travail. Et de l'autre côté, on a 8 ou 9 chercheurs et chercheuses qui ont, j'allais dire, comme centre de recherche, le travail. Et donc, en fait, l'idée, c'est de confronter les perspectives pour imaginer ce que va devenir le travail. Et d'où le titre, est-ce qu'on va continuer à travailler? Est-ce qu'on va tout automatiser et du coup, on va basculer dans une société du loisir? Est-ce qu'à l'inverse, tout va s'arrêter? Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment de réfléchir sur comment est-ce que ça va être de travailler demain. Et pour moi, dedans, du coup, j'ai écrit dans les deux, puisque depuis, j'ai poursuivi mes études en faisant un doctorat sur les pratiques du travail. Et dedans, je suis les deux, à la fois autrice et à la fois chercheuse. Comme quoi, voilà, tout est en train de converger pour le plus grand bien de toi d'abord, et puis aussi pour les personnes voilà, qui, comme moi, te suivent et voilà, ils sont très heureux de te lire, d'assister à tes ateliers, de venir à ton café. Et j'allais dire, et même d'y venir pour travailler aussi. Voilà. Et du coup, c'est moi qui apprends en étant là sur place. Et tu es aussi auteur de fiction, de pure fiction. Et je crois que tu as aussi sorti un livre il y a 6 mois de fiction, cette fois-ci, un récit. C'est un thriller médiéval, donc roman historique qui se passe pendant la construction des cathédrales sous Philippe le Bel, avec un petit complot entre Templiers, et ça s'appelle La sorcière, le forgeron et les cathédrales, parce que dedans il y a effectivement une histoire entre une sorcière et un forgeron. Super, on va vous mettre la description avec tous les détails des livres d'Aurore. En description de cette vidéo. Pour finir, donc, tu as participé à un atelier d'art de l'itinérance il y a un petit peu de temps déjà. Tu étais loin d'avoir créé le café. Et voilà, c'était il y a au moins 3 ans, je pense. 2-3 ans. 2 ans, je pense. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu une partie ou un exercice de ce que j'avais proposé qui t'a particulièrement aidé en fait et que tu as particulièrement apprécié? Alors, j'allais dire complètement. En fait, c'est arrivé dans cette période où j'allais bientôt apprendre que je passais en invalidité, donc j'étais vraiment perdue en train de me dire je sais pas encore ce que je vais faire de ma vie. Et c'est là où je faisais plein d'expériences, je vais dire, de connaissances de soi. Oui. Et en fait, celui dont je me souviens le plus, parce qu'il m'a tellement impacté que c'est facile de le décrire pour moi, c'est l'exercice donc avec les 2 dessins où on a une situation initiale et puis on échange avec les participants, avec toi, et on a un deuxième dessin qui montre en fait un changement, j'allais dire, instantané en fait. C'est rien qu'en juste en passant par le dessin en fait. Voilà, ça permet vraiment de se reconnecter à soi-même, mais à des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots comme ça. C'est pas conscient, c'est vraiment le lien avec l'inconscient qui m'a ébloui, je dirais, parce que j'ai pu mettre en lumière des choses que je n'avais plus en tête, et notamment cette envie de refaire un café que je ne savais pas qu'elle était encore là. Je pensais que c'était enterré. Et ça m'a vraiment... du coup, ça m'a ouvert le champ des possibles. Pardon,
Ça m'a émue, mais c'est vrai que enfin voilà, C'est pour moi, chouette. le résultat était immédiat. C'est émouvant, je crois, parce que justement, le dessin permet de se connecter à son intelligence émotionnelle et sensorielle. Et donc, ça fait émerger, en fait, des éléments, tout ce qui est encore là et qui finalement, voilà, comme tu dis, on pensait que c'était plus là, on pensait que c'était enterré, mais finalement, il est toujours là. Et à ce moment-là, on se dit, écoute, si c'est encore là, c'est que vraiment, il faut qu'on lui donne une voie de se réaliser. Et donc, grâce à l'expérience que tu avais déjà accumulée avant, tu as pu donc effectivement débloquer la situation un peu assez rapidement, tu me disais. Enfin, ça a été assez vite. Enfin, Très, très rapidement, parce que du coup, je pense qu'en l'espace de 6 mois, j'ai acté le fait que je me relançais dans le projet. ok. J'ai visité un premier local en juillet 2022. Pendant 4 mois, on a négocié. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Je crois que c'est fin novembre, j'ai trouvé Oui. un nouveau local, donc à côté de la gare. Et le 2 janvier, j'ai signé et j'ai pris le bail. Super. Voilà. Bah, génial. Bah écoute, Aurore, je te remercie beaucoup pour Merci à cet toi. échange. Et puis, bah, je rappelle donc que ton café s'appelle donc le Champ des Possibles. Il est à Annecy, quartier de la Gare. Donc voilà, si vous passez par Annecy, n'hésitez pas à passer voir Aurore, qui sera un plaisir d'échanger avec vous, de vous montrer voilà, les différents livres qu'elle a dans son café ainsi que les thés. Donc je vous conseille fortement voilà, la dégustation. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.